On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la saison 2022 du club Les Randonneurs du Richelieu. On parle de saison de vélo. Mais d'abord, cette entreprise a 60 ans. Elle passe le temps. Elle passe aussi de la transition familiale. Je parle ici de Tremcar. Une entreprise rayonnante du territoire de la région du Richelieu célèbre cette année son 60e anniversaire. On a aussi passé le cap de la transition. C'est une entreprise familiale. Donc, avec nous, Daniel Tremblay, qui en est aujourd'hui le président. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes dans l'entreprise depuis quoi, le début des années 90? Oui, en 92 exactement. Est-ce que pour vous, c'était écrit dans le ciel qu'un jour, vous étiez pour vous retrouver chez Tremcar et ultimement en prendre la relève? C'était assez écrit dans le ciel. Pour moi, l'entreprise, pour ceux qui connaissent mon père, bien, plusieurs entreprises avec Michel Caron, entre autres, à l'époque. Et puis, ils ont décidé, à un moment donné, de séparer certaines entreprises, parce qu'il y en avait plusieurs. Puis moi, j'avais signalé à mon père, j'aimais beaucoup la mécanique, j'aimais beaucoup le soudage, ces choses-là. Donc, j'ai dit, moi, ça va être Tremcar, ça ne sera pas le groupe Tremcar, parce que mon père avait passé beaucoup de temps encore dans aujourd'hui, là, je suis obligé de me poser la question... Tremcar. Moi aussi, j'y pense à deux fois. On va dire, non, c'est Tremcar, c'est ça. Exactement. Ça a commencé comment? C'est quoi l'historique derrière cette entreprise-là? Bien, l'historique, l'entreprise a été fondée par deux frères Touga, Aldé et Léo, des gens du coin, naturellement, d'Iberville, en 1962. Le lait subissait une genre de révolution du transport. Donc, de fameuses canisses à lait qu'on voit aujourd'hui dans les antiquités, ces choses-là, passer en grosse quantité pour amener ça aux laiteries, que ça soit naturellement traité aussi avec la pasteurisation, ces choses-là. Les processus sanitaires changeaient. Donc, naturellement, le camion est arrivé là au début des années 60. Donc, déjà, au début de l'entreprise, dans les années 60, c'était pour construire des camions-citernes pour le transport du lait. Exactement. Non. Mais vous faites encore ça aujourd'hui. Ah, bien sûr. Et plus, mais bref. Donc, le canevas principal de l'entreprise est toujours le même, là. Est toujours, oui, très important. Pour nous, le lait, c'est la racine. C'est un domaine qu'on n'a jamais arrêté de faire, les camions citernes pour le lait. Mais on fait un paquet d'autres citernes différentes pour les produits comestibles aussi. Ça peut être de l'eau, du sucre liquide, etc. Des produits chimiques, des produits pétroliers. On a divers produits. Tout ce qui est liquide, de marcher dans l'allée du supermarché, tout ce qui est liquide, à un moment donné dans sa vie, a été transporté dans une citerne. Et probablement une citerne Tremcar. Oui, on en a plusieurs. Probablement. Qu'est-ce qui fait que la famille Touga a vendu ça à votre père, Jacques Tremblay? En 87, ils ont décidé de vendre l'entreprise. Certains dénouements familial a fait qu'il était comme un peu tanné de ça. Il avait fait le tour du jardin. Donc, c'est là que mon père et Michel Caron, à l'époque, ont décidé d'acheter l'entreprise. Votre père faisait quoi avant? Mon père, il était dans la division béton, donc chez le groupe Tremcar, où ce que l'origine, c'était Ciment Tremblay. Oui. À la fin des début des années 80, fin des années 70, mais début des années 80, il a décidé de se présenter en politique. Oui. Il était brièvement député d'Iberville. Exactement, durant un mandat sous Robert Bourassa. Et puis, il avait fait un genre de joint venture, donc une entente avec Michel Caron. Donc, ils ont jumelé les deux entreprises ensemble. Et Michel Caron avait à l'époque ça s'appelait Unité préfabriquée sur le boulevard Saint-Luc. Là, c'est là que ça a créé le groupe Tremcar au début des années 80. Bon. Donc, Tremcar, évidemment, qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes vous-même dans l'entreprise depuis 92. Comment ça a été de travailler avec son père toutes ces années? Bien, c'est sûr que le gros avantage, moi et mon père, on n'a pas les mêmes talents. Donc, ça a été relativement facile d'être capable de se spécialiser. Moi, je suis relativement très méthodique, très discipliné, très, très bon en opération pour suivre puis améliorer les systèmes. Mon père est meilleur vendeur, très bon gars de marketing, très fort en côté social, PR, qu'on dit. Donc, tout ce côté-là, relations publiques, était très bon. Donc, il a poussé beaucoup la business pour développer les marchés, pendant que moi, je faisais grossir le business au niveau opérationnel. Donc, vous étiez complémentaires. Très complémentaire. Bon. Est-ce que votre père est encore impliqué dans l'entreprise aujourd'hui ou s'il a commencé à ralentir? Non, il a plus qu'à ralentir. Il est à sa retraite complètement? Complètement, exactement. Bon, donc là, vous avez les coups d'écran. Est-ce qu'il vous a dit maintenant, c'est
C'est votre entreprise, c'est ton entreprise, fais-en ce que tu veux. Non, c'est relativement simple. On a toujours très bien travaillé en équipe. Donc, pas senti qu'on n'avait pas les coups de franche, qu'on n'avait pas des vraies discussions. Donc, à 95 du temps, la ligne était connue et tous les deux, on était d'accord un avec l'autre. Bon. L'entreprise a quand même beaucoup progressé là, depuis toutes ces années-là, parce que là, bon, Iberville, Saint-Césaire, vous êtes en Ontario. Vous n'étiez pas aussi en Saskatchewan? Oui. C'est ça? Oui, en Alberta, en Ohio aussi. Oui. C'est ça, mais ça a carrément explosé. Comment on peut expliquer aujourd'hui, avec le recul, cette croissance phénoménale de l'entreprise avec des usines un peu partout au Canada et aux États-Unis? Mais ça va avec les opportunités, naturellement. Toujours des opportunités. Comme je disais tantôt, le fait qu'en opération, moi, j'ai fait toutes les opérations de Tramcar. J'ai été capable de développer un modèle où on est capable de gérer des opérations à distance. C'était vraiment un élément. Quand on veut grossir une entreprise, on est obligé d'apprendre la gestion à distance. Comment est-ce qu'on travaille avec l'équipe de direction en place? Comment on les motive? Comment on est capable de mettre des buts qui sont clairs? Donc, comment les suivre suite à ça pour qu'eux fassent grandir l'entreprise puis que nous, on fait seulement diriger. C'est vraiment... ça prend aussi beaucoup, je dis toujours du TLC, Tender Love and Care. Hein? Ça prend beaucoup de présence. Il faut aller voir les gens là-bas. Mais moi, je pilote aussi ma propre avion. Je vais voir les gens tous les mois. Je suis un peu partout dans toutes mes usines. J'ai fait énormément de voyagements dans les 20 dernières années. Je peux vous dire ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, Tramcar compte combien d'employés sur la totalité de ces usines? On est 500 employés aujourd'hui. 500 employés répartis dans... Dans 9 endroits. 9 sites? Oui, exactement. Wow! C'est gros! Donc, oui, écoute, c'est un job à temps plein, c'est certain. Mais on a du fun encore avec ça. Là. Puis j'ai encore ma sœur qui travaille avec moi, qu'elle est en Ohio. Elle s'occupe aussi de la division de Boston aussi pour les aider. Donc, tout le côté relations humaines, tout le côté, naturellement, de la finance aussi américaine. Elle donne son gros coup de main là-dessus. Ça fait qu'on a encore, au niveau familial, on a du plaisir. Cette croissance-là, elle s'est faite par acquisition, ouverture de nouvelles usines. On voulait prendre plus de parts de marché. Bref, quel était l'objectif derrière ça? Les deux. On a une industrie qui est très mature. Donc, c'est des gens qui ont eu beaucoup de succès dans les années 70, 80, quand il y avait 20, 30 ans, arrivent des années 90, 2000, 2010, puis ils s'en vont à leur retraite. Donc, moi, je rattrape ces business-là où des entreprises se sont ramassées en troubles financiers. Je suis passé un petit peu à travers les années, de meilleur en meilleur, de reprendre des entreprises en troubles financiers et de faire un certain changement pour la remettre naturellement sur la bonne voie. Donc, c'est toujours les opportunités. Puis des choses aussi, des entreprises qui vont avoir un certain fit au niveau de la philosophie. Nous autres, à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Saint-Césaire, on produit un produit de qualité. C'est du haut de gamme. Donc, aller acheter ou aller faire un fit quelqu'un qui est dans le bas de gamme, c'est pas facile. Fait qu'il faut rester un peu dans les mêmes pensées pour s'assurer qu'on va avoir un certain succès. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs en Amérique du Nord dans la fabrication du citerne? Autrement dit, est-ce que c'est un marché qui est très compétitif? Oui, c'est très compétitif. Il y a quelques années, il y avait encore une trentaine de fabricants. Donc, oui, c'est encore... Et aujourd'hui, il en reste combien? Aujourd'hui, il y en a à peu près une vingtaine, 22, 23. Il y a beaucoup de consolidation. Certains gros groupes qui ont essayé de consolider le marché, mais on a beaucoup de niches différentes. Comme on disait tantôt, il y a des gens qui vont faire juste des stands pour les produits chimiques, mais ils ne font pas pour le lait. D'autres vont faire juste les produits pétroliers. Ils ne font pas d'autres choses non plus. Donc, il y a beaucoup de petits joueurs qui font des niches dans le marché. Donc, c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Mais on n'a pas beaucoup de joueurs qui font de tout, à peu près comme nous. Ah oui? Ça vous distingue des autres? On est 4 en Amérique du Nord qui fait à peu près tous les produits. Donc, on appelle ça un one-stop shop. Là. Donc, si tu as besoin d'une citerne, tu nous appelles, c'est sûr qu'on en a. Bon, le fait d'être présent tant au Canada qu'aux États-Unis, en quoi ça vient vous aider quand vient le temps d'exporter l'enjeu de la devise canadienne ou américaine? Bref, en quoi le fait d'être sur les deux côtés de la frontière, c'est un avantage pour Tramcar? Il y a certains avantages. L'avantage, c'est sûr que ça nous donne accès à un réseau américain d'achat. Donc, les achats chez nous, c'est très, très important. Le Canada, c'est 10 des États-Unis. Donc, c'est sûr que quand que vous avez un fournisseur américain qui vend 10 fois le volume
du fournisseur canadien, les prix sont différents, les opportunités sont différentes aussi. Donc, on travaille vraiment avec le marché américain sur un paquet de pièces. Sur l'autre côté, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Il y a question des douanes aussi, des tarifs, dépendamment de certains pays qui ont des tarifs au Canada, mais qui ne sont pas aux États-Unis, ou vice-versa. Donc, on voit un peu de tout. On essaie de tirer les meilleures opportunités, tout simplement. Là, vous projetez d'ouvrir une nouvelle usine à Granby? Exact. Quel sera son rôle dans la famille Tremcar? Son rôle, c'est grossir Saint-Césaire. Ah oui, vraiment? Oui, exactement. Nous, on a fait le déplacement, je pourrais dire ça, de notre ancienne usine sur la rue Touga. Si vous vous souvenez, on est allé en 2004-2005, on a quitté la rue Touga pour le parc industriel. Si on n'avait pas fait ce move-là, je vais vous dire, Tremcar aujourd'hui ne serait pas ce que c'est. Donc, ça nous a vraiment... ça a changé nos coûts de production, ça a changé notre processus de fabrication. On s'est amélioré dans la fabrication. Ça a baissé tellement nos coûts qu'on n'aurait pas pu battre le dollar canadien. Si vous vous souvenez, à l'époque, au début des années 2000, le dollar canadien, le taux de change, on parlait de 65 cents, 70 cents. Il est monté à 1 dollar. 7, 8, 10 pas longtemps, mais... en 2007-2008. Pour nous, c'est vraiment la différence de bien s'organiser, de se donner les outils pour compétitionner dans les ligues majeures. C'est ça que est Iberville. Aujourd'hui, Granby, c'est la même chose, mais dans un produit d'aluminium, non de l'acier inoxydable. Donc, c'est des produits secs, entre autres, comme la farine, le ciment en poudre, la bille de plastique, la chaux. C'est des choses qui sont très, très populaires. Fait qu'on veut se donner cet élément-là pour exporter plus aux États-Unis. Bon, il y a un enjeu principal, puis oui, il y a eu la pandémie, mais au-delà de la pandémie, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui existait, ceci dit, avant la pandémie. On a l'impression que c'est juste comme pire. Vous avez même fondé votre propre école pour accélérer la formation de futurs employés, là, ce qui est assez innovateur. Comment on arrive à jauger ça un peu, là, le problème de pénurie de main-d'œuvre chez vous? C'est toujours une inquiétude, c'est certain. Avec la pénurie, bien, la pandémie, ça l'a beaucoup accentué la pénurie. Mais en 2019, on avait quand même une pénurie, mais on s'en sortait très bien au niveau de notre école, puis d'attirer. Nous, on travaille des métaux nobles, hein, l'aluminium, l'acier inoxydable. C'est pas comme l'acier noir, ces choses-là. C'est propre dans nos usines. Donc, on est capable de donner une meilleure qualité de vie ou un petit plus au type d'emploi qu'on a. Ça fait on croit qu'on va revenir avec des chiffres semblables de 2019. On croit seulement que 2020-2021, ça a été causé par la pandémie. Que la même tendance de 2017, 2018, 2019 devrait revenir où ce qu'on était là, en 2022-2023. Daniel Tremblay, merci beaucoup. Longue vie à Tremcar. Merci beaucoup. Un fleuron de la région. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et pendant que François pratique ses plongeons aux îles Galapagos du haut des volcans, nous, on parle de Hockeycraft Hockeyville du concours à l'Arena Marcel Larocque. Régent Lamotte, le directeur, est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Signe que le beau temps est devant nous, le printemps, l'été, et là, évidemment, on commence à repenser peut-être à sortir notre vélo. Il y a plusieurs organisations, il y a des clubs qui se sont organisés au fil du temps, notamment celui des randonneurs du Haut-Richelieu qui va bien sûr procéder au lancement de sa saison dans quelques jours. Avec nous, deux personnes pour en parler. D'abord, Serge Richer, bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de François Urtubise, bonjour et bienvenue. Bonjour. Avez-vous hâte? Ah ben oui, hein, là, finalement, ça fond, hein, la neige, là, c'est comme un bon signe, là, ça sent. Là, les gens de votre groupe, est-ce qu'ils s'entraînent un peu durant l'hiver?
En fait, souvent, les gens font du ski de fond, d'autres sports, finalement, pour entretenir la forme. Je sais que, en fait, il y a des gens aussi qui ont des trainers, des sports d'entraînement pour fixer le vélo. Alors, donc, il y a différentes avenues pour garder la forme. Quand vient le temps de préparer une nouvelle saison, France, quels sont les objectifs que vous fixez? Est-ce qu'on fait la même chose que l'année passée? Est-ce qu'on essaie des affaires nouvelles? Bref, c'est quoi le topo? On essaie toujours de trouver des nouvelles sorties. Ça, c'est sûr et certain. On va travailler en début de saison très tôt pour aller chercher des partenaires qui vont nous soutenir dans nos activités durant l'année. Ça, c'est hyper important. Puis après ça, on travaille sur le calendrier pour trouver de nouvelles sorties tout le temps. Puis comme on est un club qui s'implique, dans le fond, une de nos missions, c'est vraiment de faire découvrir notre belle région, puis de faire aussi découvrir des produits de notre terroir. On va organiser des sorties en fonction de ça, justement. Là. Fait qu'on travaille fort là-dessus pour avoir des belles activités durant la saison. Le Club des randonneurs du Richelieu existe depuis 2007, donc c'est votre 16e saison. Vous êtes rendu aujourd'hui avec une centaine de membres. Quel est le profil type du membre chez vous? OK. Oh là, ça, c'est une bonne question. Jeune, vieux, homme, femme, en forme, pas en forme. C'est quoi le topo? C'est quoi le profil? En fait, on a une clientèle variée, dans ce sens que, évidemment, c'est des gens qui sont adeptes de vélo de route, au départ. De route. De route, oui, tout à fait. Et puis, on a différents groupes de vitesse. Donc, on peut aller chercher une clientèle assez large, des gens qui recommencent à se mettre en forme, qui peuvent se joindre à un groupe de vitesse 18-22 km/h en moyenne. Il y a des gens qui, par la suite, peuvent, s'ils le veulent, accéder à des groupes de vitesse plus rapides. On a des groupes de 23, 27, 28, 32 et 33 et plus. Ah, oui. Donc, on a différents types de cyclistes chez nous, je dirais. Écoute, c'est autant des hommes que des femmes. On n'a pas de statistiques sur l'âge moyen de nos cyclistes, mais ça devrait tourner à l'entour entre 45 et 50 ans. OK. Donc, majoritairement, entre 45 et 50 ans, plus d'hommes que de femmes ou c'est pas mal paritaire? C'est assez paritaire. Oui, je dirais que c'est assez paritaire au niveau de l'équilibre. Il y a un bon équilibre. Beaucoup de couples qui font ça en... Oui. Beaucoup de couples qui se forment aussi. On a des couples forment, c'est ça. Oui, c'est ça, qui se sont formés au fil des années, puis qui se sont même mariés et tout ça. Fait que, oui, parce qu'on est un club social. On n'axe pas sur la compétition nécessairement, bien que certains vont y trouver leur compte dans les 33 et plus, là, sur la vitesse tantôt qu'on parlait. Quand ça dépasse 30, là, je vous avoue que... Mais ça dépend. Avec un vent d'eau, là. Oui, il y a ça, mais moi, en fait, des fois, quand je suis à vélo, c'est pas de moi que j'ai peur, c'est souvent des autres. Là, je me dis, s'il faut que je freine rapidement... Puis là, y a-tu quelqu'un en arrière de moi? Y a-tu quelqu'un en avant de moi? Puis là, ça dépend où on est. Si on est sur la route, il y a les autos, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. C'est là que des fois, j'étais un peu peureux quand je dépasse 30. Mais il y a des techniques. On apprend par les techniques. On finit par connaître nos groupes aussi parce que, de toute évidence, on finit par rouler avec les mêmes gens. Donc, mais est-ce que le fait de rouler, justement, en groupe fait qu'on se sent un peu plus sécure? Oui, bien, je dirais qu'il y a un apprentissage à faire. Est-ce que c'est une fausse sécurité ou c'est une réelle sécurité? Non, c'est une réelle sécurité. Mais il y a un apprentissage à faire parce que rouler en peloton signifie être assez concentré sur le déroulement là, du peloton. Puis c'est moins bucolique là, comme démarche. On est très faut être concentré sur le peloton. Là. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est une mécanique qui s'apprend relativement rapidement, je trouve. Et puis, une fois qu'on maîtrise cet aspect-là, bien, je pense qu'on est plus visible en peloton qu'individuellement. Et donc, puis surtout qu'on donne des formations à chaque année sur la sécurité. On revient constamment auprès de nos membres sur des notions de sécurité, sur le code de la route, donc pour sensibiliser les gens au partage, évidemment, de la route avec les automobiles. Et puis, au fil des années, ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que les mentalités changent sur la route aussi, on le voit, on le constate. Oui, une belle amélioration. Ah oui, vous le sentez, ça? Tout à fait, tout à fait. Vous sentez que les automobilistes sont plus réceptifs à votre présence sur la route? Il y en aura toujours, mais on dirait que ça semble s'améliorer. Oui. Puis au niveau des cyclistes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est deux là-dedans. Il n'y a pas juste les automobilistes. On a notre part à respecter là-dedans. Puis je pense qu'on est plus conscientisé là-dessus. Et le respect se fait autant d'une part que de l'autre. Je reviens au groupe de vitesse parce que c'est quand même assez fascinant. Puis c'est intéressant en même temps parce que
Quelqu'un qui dirait, ouais, club de vélo, moi, je suis pas assez expert pour m'en aller là-dedans. Bon, vous dites, il y a des groupes de 18-22 kilos, 23-27, 28-32 et 33 et plus. Donc, finalement, il y en a pour tous les goûts. Oui, exactement. Cette année, on veut axer aussi sur les 18-22. Des gens qui veulent 18-22 km à l'heure qu'on parle, on va aller chercher cette clientèle-là, puis on va les encadrer correctement pour qu'ils demeurent dans le club, parce qu'on en a souvent qui vont venir, mais au fil ils vont partir parce que il y a moins de monde et tout ça. Fait qu'on va essayer de les encadrer mieux pour qu'ils puissent rester à long terme avec nous, puis peut-être évoluer si c'est leur désir. Ouais. Puis s'ils ne veulent pas évoluer, qu'ils demeurent dans le 18-22. Là, mais... Avez-vous du roulement dans votre membership? Autrement dit, avez-vous beaucoup de nouveaux, des gens qui quittent? Ça peut ressembler à quoi dans une année? C'est un feu roulant. C'est un feu roulant. Je dirais qu'en moyenne, on a entre 10 et 15 nouveaux cyclistes. Hein? Oui, 10 et 15, c'est à peu peu près ça. 10 à 15 nouveaux cyclistes par année qui se joignent au club. Puis d'année en année, effectivement, il y a des gens qui quittent et qui reviennent par la suite parfois. Donc, c'est assez stable, le membership, au niveau du club. Êtes-vous en recrutement? Est-ce que vous souhaitez avoir plus de membres? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir aussi plus de membres? Aussi à 100, c'est bien correct de même aussi, là. On est ouvert à avoir plus de membres. pourriez avoir puis, plus. Oui, on pourrait en avoir plus. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens soient actifs dans la région. Fait que c'est pas, pour nous, c'est pas un défi qu'il y en ait plus. On veut les supporter. Hein? Oui, ça s'organise très, très bien. Et avec nos partenaires là, d'affaires qu'on a dans la région, on est super chanceux parce qu'on est capable d'offrir des collations durant nos sorties de week-end, nos activités gourmandes qu'on fait découvrir les produits du terroir. Ouais. C'est grâce à nos partenaires là, de la région qui nous aident à tout ça, là, à contribuer à ce succès. Là, vous faites combien de sorties par année? Oh, ça, c'est une bonne question. On commence vers la fin avril. La première sortie officielle du club cette année, le 24, je crois. Oui. Et puis, on termine fin septembre. Même, on a quelques sorties en octobre. Grosso modo, en fait, c'est une excellente question. Sortez quoi, une fois par semaine? 3 fois semaine. 3 fois? 3 fois semaine. 2 fois en soirée, les mardis et jeudis, et une fois le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, dépendamment des fériés, dépendamment des événements qui peuvent avoir lieu aussi les week-ends. On essaie de prendre la journée qui... Beau temps, mauvais temps, ouais. Ou quand il pleut? On n'annule pas les sorties, mais évidemment, quand il pleut, les gens n'iront pas à la sortie, c'est ça. Ouais. Puis ça dure combien de temps de randonnée? En début d'année, les distances qu'on parcourt sont moins grandes. Hein? Il y a comme une espèce de graduellement, on ajoute du kilométrage, évidemment, aux sorties qu'on fait. Là, la forme s'améliorant au fil des sorties. Ouais. Donc, à ce moment-là, au début de l'année, en soirée surtout, on a des randonnées entre 40-50 km de distance. Ouais. Et puis, les week-ends, bien, ça tourne alentour de 70 km. Et puis, graduellement, on ajoute du kilométrage aux sorties. Donc, ça, en moyenne, c'est difficile de... Ça peut aller jusqu'à 100 km. Ouais. Là, ouais. Et votre point de départ, est-ce qu'il est toujours Saint-Jean ou si les gens peuvent partir d'ailleurs? On a différents points de départ. Donc, il y a des sorties qui se font de la boutique. Il y en a qui se font d'Iberville. On a des sorties les week-ends qu'on va faire à l'extérieur, que ce soit dans l'Estrie, Châteauguay, là, peu importe. Donc, on va varier nos départs pour faire découvrir des régions. Bon, parce que vous dites justement qu'une des missions, c'est de faire découvrir. Donc, quels sont les endroits ou des exemples d'endroits où vous pouvez arrêter là, durant une randonnée? Des classiques qu'on a depuis quelques années. On ne dévoilera pas notre calendrier de cette année, mais on va y aller avec les classiques. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des nouveautés. Et puis ça, c'est comme les camps de jour, là. Ils vont au zoo de Green Bay, ils vont faire safari. Bon, vous autres, vous allez où? Nous, on garde l'exclusivité pour les nouvelles sorties cette année aux membres. On va dévoiler ça le 31, exactement. Nos classiques, je dirais, depuis quelques années, bien, il y a l'Érablière ou le Verger, finalement, Denis Charbonneau, Saint-Grégoire. Le Verger Charbonneau. Tout à fait. Le Verger, l'Érablière, Charbonneau. Il y a aussi le domaine Erdmann, ou à Hinchinbrook, où on propose là, du sanglier. Donc, c'est assez couru comme sortie, ça, finalement, parce que... Oui, ça, c'est dans le coin de la 202, là, en bas, là. Oui, le tout à fait. Frontière, tout à fait. Il ne faut pas oublier le domaine Berthiaume. La bière est bien importante aussi pour les cyclistes. Un petit bernier, une petite promenade dans le petit bernier. Ça, c'est pas mal nos classiques qui reviennent. Qui a besoin d'un petit peu d'asphaltage. Je ne sais pas si ça a été fait, le petit bernier. Malheureusement... Elle en lâche un peu, hein? Oui, encore. Le départ est ardu, le retour est ardu, mais ça vaut la peine pour le C'est dur sur la suspension. Le restant est très beau. Notre restant de parcours est très beau.
Bon, là, votre lancement est le 31 mars à la Bibliothèque Saint-Luc. Exact. C'est bien ça. Exact. Où là, vous allez dévoiler donc l'entièreté de votre programmation 2022. On peut aller chercher des renseignements sur www.lesrandonneurduhaut-richelieu.ca. Et là, si les gens veulent s'inscrire, ça fonctionne comment? En fait, cette année, une nouveauté, c'est qu'on va, on va proposer le paiement d'inscription par le web. Ouais, finalement, les gens pratique. vont pouvoir... Oui, tout à fait, c'est Ça coûte pratique. combien? C'est 50 $ par année. C'est pas très cher, on s'entend. Pas très cher. ben Avec non. les activités en plus qu'on offre, souvent, comme on disait, comme la bière va être payée. On a des mercredis, pas des mercredis, mais des soirées gourmandes où est-ce que la crème glacée est payée. Ils sont bien gâtés, sont bien choyés, nos membres. Une belle façon de socialiser, de se mettre en Tout à fait. forme, Absolument. de voir du paysage. C'est un peu ça, hein? C'était ça l'amour du vélo, dans le fond. C'est tout ce qui vient avec. Oui, tout à fait. C'est tout ce qui vient avec et tout ce qui suit. Ouais, Là, tout à finalement, fait. on peut se permettre une bouffe, on peut se permettre des... Alors, c'est le plaisir de rouler avec des gens aussi qui apprécient la même activité que toi. Alors, Bien, bonne saison 2022 à vous, en souhaitant que les gens se réactivent ou encore que de nouveaux s'ajoutent en cours d'année. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Bien, Merci. Reste avec nous, on revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et pendant que François pratique ses plongeons aux îles Galapagos du haut des volcans, nous, on parle de Hockeycraft Hockeyville du concours à l'Arena Marcel Larocque. Régent Lamotte, le directeur, est avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Voilà une excellente nouvelle pour les travailleurs. Si vous vous rappelez, tout juste avant la pandémie, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avait instauré ça comme projet pilote, c'est-à-dire des stationnements, certains stationnements municipaux où on peut acheter une vignette pour 100 $ par année, où votre employeur l'achète. On revient avec cette même formule-là, donc c'est maintenant disponible. Vous devez tout simplement vous inscrire sur le site de la Ville à sjsr.ca. À demain. Bye-bye.